Ici aussi? Ok. Alors 3, 2, 1, bande d'arrêt d'urgence, c'est parti. Bonjour à tous, et bien voilà le numéro 1 de bande d'arrêt d'urgence, c'est parti, bienvenue à vous sur notre plateau. Alors, bande d'arrêt d'urgence, c'est un journal pour s'informer simplement une fois par mois, mais s'informer sur quoi? Eh bien, s'informer sur un territoire qui, grosso modo, regroupe le Rhône et la Loire, s'informer sur une vallée qui pense plus à ses bouchons qu'à ses rivières et un projet d'autoroute que si Albator remplissait pour une saison, eh bien, il se battrait contre. Aujourd'hui, jeudi 26 octobre 2017, au programme, on aura un portrait paysan, une balade avec le maire de Saint-Joseph dans son village, l'interview du président, pas celui de la République, du MEDEF de la Loire, c'est déjà ça, plutôt pour la 45, l'entretien avec Madame le maire de la Talaudière, plutôt contre, on ira aussi en zone humide et on finira comme il se doit avec la météo. Mais tout de suite, c'est l'heure de Bison Buté. Bonjour, je suis Bison Buté. Il est 8h26. Nous sommes le 6 octobre 2017 et il n'y a pas de bouchon à Givors. Nous allons tenter d'entrer dans le bouchon lyonnais. Nous venons tout juste d'arriver dans le bouchon. Le conducteur nous a dit que le bouchon c'était dur. Inaccessible. J'aimerais bien qu'il progresse, des solutions pour ça. Le monsieur nous a dit qu'il fallait trouver des solutions. Nous retournons Givors pour rencontrer peuple de Givors à la Grand Foire et parler bouchons. On voit les bouchons tous les jours, alors c'est devenu normal quoi. J'ai déménagé il y a plus de 10 ans. À cause des bouchons. En partie, ouais. Je suis un nouvel utilisateur. Il y a un peu de bouchons, j'ai constaté un petit peu. Pour moi, c'est plus possible la 47 uniquement pour faire la liaison Saint-Étienne-Lyon. Ça alors, tu pars d'une première, et hop, dans le compost, déjà un scoop. Pour une fois qu'on voulait un bouchon, on n'en a pas eu. Bon, on saura le vendredi matin, c'est pas top. Merci Bison, on vous donne rendez-vous le mois prochain, un lundi ou un mardi. On passe tout de suite au paysan du mois avec transition. On va se faire une petite tostinade de foie de la GAEC de Tartara, l'art du cochon bio. Ça se passe sur une tranche de pain du paysan boulanger Stéphane Rouve de Saint-Joseph. C'est délicieux. Ce mois-ci, l'équipe est allée à la rencontre de Valentine, Pascal et Julien à la ferme des Lacones. Ça se passe à Saint-Maurice-sur-Dagoire dans le Rhône. L'occasion de changer un peu d'air et découvrir une économie locale. Ici nous sommes à La Roussière. Au fond vous avez le Besançon, la vallée du Besançon. Et derrière nous, on a le clocher de Saint-Joseph, la petite chapelle de Saint-Joseph là-haut. Et tout en haut, on a le Châtelard, les collines, Sainte-Catherine, et de l'autre côté, Saint-André, et c'est tous les monts du Lyonnais en fait. Allez. Donc là, nous sommes dans la cave à Tom. Et donc cette tome a été primée à Paris en 2013. Elle a été médaille d'argent au Salon de l'Agriculture, concours général. Et plus récemment, hier, elle a été médaille d'or, premier prix au sommet de l'élevage à Cournon en Auvergne. Là, on est en train de faire tous les fromages frais qui vont être vendus ce week-end. Donc on est vendredi, on essaye de vendre des produits le plus frais possible. Donc on livre quasiment tous les jours au magasin. Donc là, ces fromages ont été faits hier, démoulés ce matin et ils seront en vente avant midi au magasin. On a 160 brebis laitières. On
On a une gamme de fromages assez large et on vend à Uniferme. Uniferme, donc qui est à Saint-Andéol-le-Château et qui est à quelques centaines de mètres du passage de la 45 aussi. Combien ils vont payer pour créer cette autoroute qui ne sert à rien, puisque je le rappelle, c'est celle qui fait La Fouillouse-Brignais et pas Lyon-Saint-Étienne comme tout le monde le dit. Bah après, Michel, elle est agricultrice aussi, à côté. Et toi, ta ferme, elle est impactée carrément. Ah bah, nous, on est sur le tracé. Elle est sur le tracé, quoi. Voilà. Elle disparaîtra totalement de la ferme. Bah, elle existe, je veux dire, mon mari l'a pris jeune, donc quand il a 20 ans, et c'était une ferme reprise de ses parents déjà aussi. Nous, on était en production laitière jusqu'à ce que mon mari soit à la retraite. Donc maintenant, j'ai repris l'exploitation à un moment, on a arrêté les vaches laitières et on maintient céréales et herbes près du village, mais sur le tracé de la 45. Dans l'avenir, comment ça va se passer? On va être situé entre deux autoroutes, avec une bretelle qui va relier les deux autoroutes. Ça sera un nœud, un échangeur. En plus, on aura un péage en pleine voie juste à côté de la Roussière, sur la commune de Saint-Maurice. Ça nous impute 11 hectares. Donc là, la ferme. Si en plus ils commencent à faire une zone industrielle, alors ils nous disent que non, que le PLU il est bloqué pendant 30 ans, enfin ils l'ont refait. Mais je pense que si l'État décide qu'ils vont faire une zone industrielle parce qu'il y a un nœud autoroutier et tout ça, la commune elle n'a plus rien à dire. Et nous, on ne pourra plus travailler. Et si tu veux, on est adhérent d'Uniferme, on fait partie d'Uniferme. Donc on ne va pas payer des gens pour faire notre travail, quoi. Ça fait partie de notre boulot. Quand on amène, on range. En fait. On met dans les rayons. Il y a une activité économique qui est en place, alors certes, qui n'impacte pas les 180 000 salariés du groupe Vinci. Ça n'a rien à voir, mais c'est tout un tas de petites exploitations qui font vivre pas mal de monde autour et surtout qui fournissent l'alimentation de deux grandes agglomérations de Lyon et Saint-Étienne. Le tracé de l'autoroute va couper tous ces coteaux en travers. Il faut savoir si on veut développer le bitume et engraisser Vinci qui a déjà tout, subir les hausses de péage sans rien dire. Ici on soutient les agriculteurs français et qu'on prône le Made in France parce que le commerce équitable ça commence déjà ici. Hein. Je confirme. Ça, c'est du yaourt. La 45, c'est d'abord un tracé avec des villes et des villages dessus. Bande d'arrêt d'urgence, histoire de prendre la température, est partie à la rencontre du maire d'un de ces îlots pour voir ce qui s'y passe, ce qu'on pense de la 45. Et pour ça, j'accueille tout de suite notre envoyé spécial. Bonjour. Buongiorno Greg, come va? Ça va bien, et toi? Molto bene. Bon, alors dis-nous tout, qu'est-ce qu'il en pense, le maire de Saint-Joseph de la 45? Pensa molte cose, ma ascoltiamo direttamente da lui. Saint-Joseph est une commune du sud du département de la Loire, en limite avec le Rhône. C'est l'entrée du département avec Rive-de-Gier et c'est l'entrée aussi de Saint-Étienne Métropole. On est situé, comme vous le voyez, face au Pilat, face au sud, sur les coteaux du Jarret. Et on a une population d'à peine 2000 habitants. La commune s'est orientée vers le développement durable avec différentes actions. Donc, par exemple, à la mairie annexe, on a un chauffage de géothermie de surface. On a isolé toute l'école avec des produits développement durable, la laine de bois, en extérieur. On a des photovoltaïques sur la salle des sports ici. On a un parking également qui est développement durable avec un matériau particulier qui utilise le verre recyclé, la poudre de verre recyclé. Qu'est-ce qu'on a encore? On a une chaufferie au bois avec un réseau de chaleur qui permet de chauffer tous les bâtiments communaux à partir d'un chauffage au bois. L'agriculture est toujours très vivante. Bon, les agriculteurs ont eu la sagesse de se regrouper, souvent en GAEC. Et de ce fait, on a 5 agriculteurs, dont 3 GAEC très importants, qui s'en sortent plutôt bien avec l'orientation agriculture biologique, produits locaux, circuits courts, ce qui leur permet d'avoir des débouchés et de bien s'en sortir dans un contexte parfois difficile pour l'agriculture.
Intéressant, mais toi alors tu en as pensé quoi de cette escapade à Saint-Joseph? Ah, è un paese molto carino, ma adesso ti dico un aneddoto. Il comune ha deciso di piantare un ginkgo biloba. Un ginkgo biloba? C'est quoi ça? È un albero che è divenuto il simbolo dell'ecologia perché è stato l'unico a sopravvivere alle radiazioni di Chernobyl. E per questo il sindaco ha deciso di piantarne uno. Intéressant. Mais la 45 du coup? Ah, quello porta un bel po' di problemi. Ah. Ma guardiamo il video. Dans notre programme, on a toujours voulu défendre les paysages, l'agriculture, éviter qu'il y ait une urbanisation trop importante, parce qu'il y a une très forte demande du fait qu'on est proche de l'agglomération lyonnaise. Donc vous avez pu remarquer que le village est ceinturé de verdure et d'agriculture, mais il n'est pas mité de lotissement de partout. Donc on préserve ça, et effectivement ce projet de l'A45 est complètement en contradiction avec la sauvegarde de l'agriculture, avec la préservation des paysages, et c'est un projet qui nous impacte au nord de la commune et qui coupe par exemple une exploitation agricole qui s'est orientée dans le bio, qui marche très bien, mais ce projet coupe l'exploitation en deux, donc il y a quelque chose qui ne va pas. D'autre part, on profite d'un corridor écologique qui est la vallée du Besançon, qui fait la limite entre le Rhône et la Loire. C'est une vallée très sauvage, très préservée. Saint-Étienne Métropole a fait des actions pour ce corridor écologique qui permet de relier les deux versants Rhône et Pilat pour la faune, bon, etc. Et du coup, là aussi, ce projet d'autoroute impacte ce corridor, donc il y a aussi une contradiction qu'on a du mal à s'expliquer. Voilà. Bon, eh bien dans 2 mois, il aura la réponse de la ministre. Mais comme on dit en italien... Tra dire il fare c'è di mezzo il mare. En tous les cas, merci à toi. On se voit le mois prochain. Certamente. Arrivederci. Au revoir. Et maintenant, c'est l'heure du pour et du contre. La 45, sujet fascinant, affligeant, sujet de division et de discorde. Vous n'avez pas encore d'opinion, vous n'êtes pas sûr de votre position. Bande d'arrêt d'urgence vous propose 2 interviews, l'une d'un pour, l'autre d'un contre. Ce mois-ci, le pour, c'est Benoît Fabre, président du MEDEF Loire. Morceau choisi. La 45 n'est pas un nouveau projet, c'est un projet ancien, c'est un projet dont la procédure est totalement terminée. L'État s'est engagé, le Conseil d'État a donné son feu vert, ce qui veut dire que techniquement tout est prêt, ce qui veut dire que financièrement tout est prêt. La 45 est un sujet vieux de 30 ans, ça fait 30 ans qu'on cause. Voilà, c'est la sortie sur la 45, c'est oui, on prend la bonne sortie, on ne se trompe pas, donc on lance le projet à 45 et puis l'État la doit, puisque de toute façon la procédure est finie. Donc on n'est pas en train de se dire est-ce que c'est une bonne idée de la faire, puisque tout le monde a dit oui, c'est une bonne idée de la faire. Donc faisons-la. Voilà. Et mettons fin aux embouteillages, aux accidents, à la pollution et aux risques chimiques. Vous avez eu il y a 15 jours un camion qui s'est mis en l'air à l'entrée de Lyon, c'était un camion d'acide sulfurique. S'il se met en l'air 10 bornes avant une Givors, il est dans le gilet en direct. De ce qu'on a comme information, c'est qu'il y a eu des gens avant qui ont fait un budget insincère. Ce qui veut dire qu'il y a des gens qui ont pris des engagements qu'ils ne savent pas tenir. C'est un projet qui doit mettre fin à la pollution, qui doit mettre fin aux heures perdues, qui doit mettre fin à la galère que 100 000 automobilistes vivent tous les jours entre nos 2 métropoles, et qui doit faire en plus, dans un état où on est très sensible et c'est très bien à la mise en place du développement durable, aller vers des infrastructures modernes, tournées écologie. Dans le budget, il ne faut quand même pas oublier que le coût de la part du traitement écologique et développement durable de cette infrastructure, c'est 300 millions. Donc on n'est pas en train de faire quelque chose de totalement obsolète, on est en train de faire quelque chose en devenir. La 45, demain, ça sera des véhicules électriques qui circuleront dessus, et ça sera des poids lourds au gaz. Il est normal qu'il y ait des oppositions sur un projet, l'unanimité ça n'existe pas, on ne serait pas en démocratie s'il y avait l'unanimité, c'est pas la question. D'ailleurs dans la procédure, il n'y a pas une procédure pour dire est-ce que c'est l'unanimité ou pas, il y a une procédure de déclaration d'utilité publique. L'utilité publique, ça ne veut pas dire que tout le monde est pour. Ça veut dire que la majorité en a besoin. Là où il ne faut pas se tromper dans le dossier, c'est que Lyon en a autant besoin que la Loire. Lyon ne peut pas avoir vocation à être une capitale européenne quand on ne peut pas la traverser. L'axe aujourd'hui qui se joue, c'est un axe qui va au-delà de l'aspect territorial ligérien. La 45, elle s'inscrit dans un projet européen qui va du sud de l'Espagne au nord de l'Europe. Bon. On peut se dire je suis une superbe capitale européenne, seulement quand on ne peut pas y rentrer, quand on ne peut pas en sortir,
Et quand on ne peut pas se placer sur les flux en matière de logistique, les flux vont passer ailleurs. Donc si la région Auvergne-Rhône-Alpes veut avoir son rang, il est désormais nécessaire que l'État tienne ses engagements. Les collectivités locales le tiennent, le département n'a pas remis en cause son financement, Saint-Étienne Métropole n'a pas remis en cause son financement, la région a encore confirmé tout ce qu'elle a déjà voté avec l'engagement de Laurent Wauquiez. Donc aujourd'hui, c'est juste une question de budget de l'État, 19 milliards de promesses versus 10 milliards de capacités. Le président Macron remet l'économie au cœur du débat et il a raison. On peut avoir beaucoup de discussions, et il est sain dans une démocratie qu'on ait des discussions sur la redistribution de la richesse. La suite de la procédure démocratique française, c'est de le faire. Le concessionnaire a été choisi. La déclaration va jusqu'en 2020, ce qui laisse le temps de racheter les terrains, de faire les procédures qui doivent être faites. D'expropriation, et puis de faire les choses. Vous savez, ce territoire agricole a aussi besoin de remembrement, il a besoin qu'on revoie sa configuration, les conditions d'exploitation qui ont été divisées au fur et à mesure font qu'aujourd'hui la productivité n'est pas bonne lorsqu'on parle avec des agriculteurs sérieux. Donc c'est pas les uns contre les autres, c'est une vraie opportunité de remettre un modèle économique en place autour d'une vraie infrastructure. Et je ne pense pas que le monde agricole, avec ce qu'est en train de faire le président Macron, puisse dire qu'on n'est pas en parallèle en train de s'intéresser du modèle économique de l'agriculture, ce qui est une vraie opportunité pour notre monde agricole. Quand on rediscute aujourd'hui de la chaîne de la valeur, c'est la bonne question. Complètement convaincu. Mais bon, dans le doute, allons quand même voir la mère de la Talot. Ramona Gonzalez, bonjour. Bonjour. Merci à vous de participer à ce premier numéro de Bande d'arrêt d'urgence. Alors vous êtes maire de la Talaudière, on vient de découvrir ensemble ces images de Benoît Fabre, le président du MEDEF Loire. Un petit commentaire à chaud. Un petit commentaire pour pas en faire un grand. Oui. C'est des arguments qui sont développés depuis des années par les pros à 45. La 47, il y a effectivement un problème qui se situe au niveau de Givors. On en parlera, mais c'est vraiment un problème qui peut être résolu, mais sans parler d'A45. Et d'autre part, il met en avant bien sûr l'aspect économique, puisqu'il y a effectivement un problème au niveau de l'attractivité du territoire, sauf que c'est un leurre de penser que la 45 va résoudre ces problèmes. Et nous avons sur la Talaudière une ville qui comprend 6700 habitants. Eh bien, nous avons la zone d'activité de la Loire, qui est la plus importante, la plus grande zone d'activité, et nous développons 7000 emplois. Et les entreprises qui sont sur la Talaudière n'ont pas attendu la 45 pour s'installer. Il suffit justement de rendre le territoire attractif pour que ça donne envie aux entreprises de s'installer et de vivre correctement. Moi, j'ai discuté avec pas mal de transporteurs et qui ne sont pas prêts à prendre la 45 payante en ayant la 47 existante et qui est gratuite. D'autre part, il est prouvé aussi que lorsqu'il y a une autoroute qui se crée entre deux métropoles qui sont de taille différente et d'importance différente, ce n'est pas la plus faible qui en tire profit, bien loin de là, c'est la plus importante qui en tire profit. Il faut me montrer comment une autoroute peut être écologique. Moi, je n'y crois pas. De toute façon, c'est du béton, déjà. Donc, ça ne peut pas être écologique à partir du moment où on bétonne des espaces naturels. Et puis, d'autre part, il faut se dire qu'à partir du moment où on touche à des espaces agricoles, des espaces naturels, et qu'on bétonne, ça modifie au niveau du climat. Les véhicules électriques, on n'y est pas encore. Et puis je crois qu'il faut envisager l'avenir sur une autre forme déjà de déplacement, c'est-à-dire qu'il faut envisager le transport en commun. Et puis les besoins en déplacement vont se réduire, c'est-à-dire que le travail se modifie. On est dans l'ère du numérique. Il y a pas mal d'entreprises qui mettent en place le télétravail, donc les personnes sont chez elles, elles n'ont pas besoin de se déplacer, et au moins 2 jours par semaine, elles travaillent à distance, et c'est beaucoup plus efficace.
Nous sommes dans un territoire où nous avons des agriculteurs qui font des produits de proximité, c'est-à-dire que nous favorisons, que ce soit au niveau des cantines ou que ce soit au niveau de la population, tout ce qui est produit de proximité, les circuits courts comme on dit, c'est-à-dire que l'approvisionnement se fait autour de chez nous. Nous avons un marché à la Talaudière de producteurs du coin et qui est un marché qui est très reconnu et puis avec des produits de qualité. Et c'est une demande au niveau des habitants, mais que ce soit de la Talaudière ou d'ailleurs, on se rend compte qu'on a besoin justement de consommer des produits sains et qui ne viennent pas de lieux à 300 km d'ici. Il faut favoriser vraiment l'agriculture de proximité. Je suis persuadée que la 45, de toute façon, ne débloquera pas la 47. Il y avait le préfet de région Carenco qui, lui, avait développé justement la réhabilitation de la 47 et de construire un deuxième pont sur le Rhône, à Givors. Et d'autre part, avec des coûts vraiment moindres. Et donc, pour les riverains de la 47, il faut bien qu'ils se disent, malheureusement, c'est que la pollution existante sur la 47 continuera et on créera encore de la pollution ailleurs. Donc il faut réaménager et de façon à ce que la 47 devienne une vraie autoroute circulable. Moi je pense qu'il faut diversifier, ne pas cibler uniquement sur la voiture. Ce n'est pas le mode de déplacement de l'avenir. Et il y a de nombreuses villes qui mettent en place des téléphériques aériens et qui fonctionnent. Et il y a des dessertes locales qui se font, c'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer un transport aérien de Saint-Étienne à Lyon, mais en faisant aussi des stations pour desservir la vallée, la vallée du Gier. Et pour le coup, ça serait design et French Tech. Et ça serait beaucoup moins cher. Ramona Gonzalez, merci infiniment. Voilà des mots qui nous donnent du grain à moudre. Et du coup, j'en profite qu'on est à l'extérieur pour lancer l'espèce à protéger du mois. Donc les zones humides jouent un rôle très important dans l'équilibre de l'écosystème. En France, 2 tiers de ces zones ont déjà disparu, ce qui est déjà beaucoup. Elles régulent donc les eaux en période de crue par exemple, lorsque l'eau sort de son lit. Et ces zones vont vraiment agir comme des éponges pour absorber l'eau. En période de sécheresse, à contrario, elle va permettre la redistribution de cette eau phréatique ainsi qu'aux cours d'eau. Et donc soutenir l'étiage des rivières lorsque celle-ci est vraiment plus bas. Donc il y en a une là, il y en a une là, celle-là elle est plus jolie. Ouais. C'est la Ludwigie des marais. Donc c'est une plante qui pousse au bord des étangs, des mares, des marais. C'est une plante qui aime bien pousser là dans ces milieux où la terre est encore humide. Après c'est des fleurs qui sont pas particulièrement belles. Hein. On peut les piétiner par mégarde. Elles sont pas fabuleuses, mais elles sont protégées. Là, c'est la Renoncule scélérate. C'est une fleur qui fleurit en juillet-août, donc on a de la chance d'en voir aujourd'hui. Dans le Rhône et dans la Loire, ces 2 plantes sont protégées. Et vous me direz pourquoi on les protégerait plus que d'autres. Eh bien, il se trouve qu'on les appelle les plantes sentinelles. Elles sont rares et elles sont spécifiques aux écosystèmes humides. Une chose en entraînant une autre, si on protège une plante, on protège son milieu et donc on protège toute la zone. Plus les plantes vont disparaître, plus l'écosystème va être déséquilibré et plus on va avoir des problèmes au niveau de la chaîne alimentaire. Au final, c'est comme si vous enleviez des pièces à un avion en plein vol, on en enlève et à la fin il s'écrase. Le bois mort qui nous entoure, comme ce vieux saule par exemple, c'est un écosystème à part entière. Il est mangé par des insectes spécialisés dans le bois mort et il ne mange que ça. Alors souvent on se dit, bon, le bois mort c'est pas bien, il faut l'enlever. Non, non,
C'est hyper important, il faut le laisser en place pour que les insectes puissent le manger, qu'ils se décomposent et qu'ensuite ils puissent nourrir la terre. Là, on est clairement dans la bande des 300 mètres. L'autoroute va passer là, avec tous les aménagements annexes, les péages, les aires d'autoroute. Et puis ça amène souvent des industries, des usines qui s'installent. Les aménageurs disent qu'on peut recréer des zones humides. Mais il faut le sol, il faut les fonctions géologiques. Au niveau de la pédologie, il y a plein de choses qu'on ne peut pas recréer. On peut, à la limite, réparer des zones humides dégradées hein, avec des drainages, des remblayages, mais en recréer, c'est impossible. Je sais pas vous, mais j'ignorais complètement toutes ces zones humides. Quel monde, quand même. Sans transition, la météo vous est présentée par la bière Blanche Buzard, qu'on boit à Saint-Maurice-sur-Dargoire. Une météo présentée par le docteur Asparagus. Bonsoir, docteur Asparagus. Bonsoir, bonjour à tous. Tout d'abord, au niveau de Givors, risque d'anticyclone aggravé. Sur Saint-Étienne, de gros orages sont prévus. Attention, ça peut péter à tout moment. Sur les coteaux du Jarret et du Lyonnais, comme d'habitude, de belles et bonnes ensoleillades. En ce qui concerne la capitale, une zone de turbulence stationnaire de 2 mois s'installe sur Matignon. Voilà. Demain, c'est le 27 octobre, c'est la Sainte-Émeline. Et comme on le dit chez nous, à la Sainte-Émeline, si tu aimes l'un, tu aimes l'ine. C'était la météo du docteur Asparagus. Et bien voilà, bande d'arrêt d'urgence, c'est fini. Merci à vous, rendez-vous le dimanche 26 novembre prochain. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux. Salut à vous et n'oubliez pas que demain c'est le dernier jour pour signer la pétition. Mais bon, comme le disait Albator, à bande d'arrêt d'urgence, on aime aussi rappeler que les luttes ne connaissent pas les deadlines. À bon entendeur, salut! Et du coup, quand j'aurai 55 ans, la 45 ne sera pas fait. On aura des modes de transport dans les zones périurbaines hyper intelligents et hyper bien faits. Et du coup, on aura des fermes en zone périurbaine avec des repreneurs motivés, etc. Et je ferai toujours du rock'n'roll.